Bonsoir. Victoire historique de Peugeot aux 24 heures du Mans. À l'étranger, les Israéliens désigneront dans 2 jours la formation qui conduira les négociations de paix. Enfin, dans toute la France, musique à cœur et à cri. Nous la fêtons ce soir avec Stéphane Escher, le chanteur suisse et le grand témoin du 19-20. Mais d'abord, le cauchemar au quotidien en Bosnie-Herzégovine. Premières images tournées à Dobrinja, un faubourg de Sarajevo. La population y vit coupée du monde depuis plus de 2 mois. Son malheur, être situé juste à côté de l'aéroport tenu par les Serbes. Résultat, le ravitaillement n'arrive plus. Reportage exclusif de Thierry Ravalet, commenté par Philippe Pister. À chaque instant, la balle du tireur isolé peut frapper. Les lignes serbes sont à moins de 500 mètres sur l'aéroport de Sarajevo et sur les collines environnantes. Dobrinja, l'ancien village olympique aux portes de la capitale. 2 grandes rues qui se coupent à angle droit, tellement facile à prendre en enfilade. Depuis plus de 2 mois maintenant, cette banlieue est coupée de Sarajevo, assiégée par les forces serbes. L'hôpital de fortune, 70 mètres carrés à peine, installé dans les caves d'une ancienne librairie, ne désemplit pas. Tous les jours, j'opère entre 10 à 15 personnes. Je suis ici depuis une quarantaine de jours. Je ne pense pas pouvoir tenir au-delà de 2 semaines. D'autant que tout manque. Pas d'électricité, pas de table d'opération, peu de médicaments. Cet homme a eu de la chance. La balle est entrée dans le flanc pour ressortir à côté de la colonne vertébrale sans la toucher. Mais maintenant, il faut extraire cette balle, nettoyer tout le trajet avec une simple anesthésie locale. Dans le vieux cimetière musulman, la terre est encore fraîche. Mais il est trop petit, alors, la nuit, Dobrinja enterre aussi ses morts dans les terrains vagues ou devant les habitations. C'était lundi, la dernière distribution de farine. Malgré le rationnement, les assiégés ont épuisé tout leur stock, des musulmans surtout et des Croates. Ils étaient 50 000 avant le siège. Aujourd'hui, avec ceux qui sont morts ou ceux qui ont fui, il n'en reste plus que 35 000, dont Sonia et sa famille. Je crois que la communauté internationale agit, mais c'est trop long. Nous sommes en train de mourir ici. Ils défendent leur maison, leur famille, avec un armement dérisoire. Ils tiennent encore, mais pour leur malheur, Dobrinja est un enjeu stratégique. Face à la pression internationale, les Serbes savent qu'ils devront évacuer l'aéroport de Sarajevo, mais il leur faut d'abord contrôler Dobrinja s'ils veulent maintenir l'encerclement de la capitale. Stéphane Escher, en tant que citoyen suisse, comment réagissez-vous à la dislocation de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie après celle de l'URSS? Les bouleversements de l'Europe, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Vous avez dit de l'Europe, oui. C'est quand même une pièce de l'Europe et de temps en temps, je crois qu'on s'en fout un peu, non? En Koweït, qu'on a vu les mêmes images un peu. Ces images qui sont sorties, tout de suite on était là avec nos armées, avec nos jolis petits chouets. Et malheureusement, ils n'ont pas d'huile, ces gens-là. Ils ont des raisins secs, ils ont des olives, des chèvres, fromage de chèvre. Et là, on reste tranquille à la maison. Je trouve ça pathétique. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je suis pas un politicien, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous pouvez déjeuner en paix, pour reprendre le titre de votre dernier tube? Un titre qui fait référence à la guerre du Golfe. Ça ne fait pas référence à la guerre du Golfe, ça fait référence à vos émissions que vous faites là. Qui nous... Moi, je me vais... qui veut oublier la guerre du Golfe. Non, pas du tout. Non, non, c'est un couple qui... Un qui aimerait bien crier, ouvrir les fenêtres et dire stop à cette chose qui se passe dehors. Et l'autre qui dit, écoute, moi j'ai préféré de manger en paix. C'est seulement ça. C'est une chanson pour vous. C'est une chanson pour le téléjournal un peu pour moi, qui nous apporte toutes ces images comme au supermarché, je m'excuse, et qui nous laisse seuls avec. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me taire, je peux devenir silencieux à ces images-là. Après les derniers conflits ethniques dans le Caucase et dans la République de Moldavie, la Russie sort de sa réserve. Boris Yeltsin menace d'utiliser la force dans les républiques de l'ex-URSS pour protéger la vie des Russes. Commentaire Claire Sébastien. Arrivé aujourd'hui à Moscou, de retour de sa tournée aux États-Unis et au Canada, Boris Yeltsin a menacé le président moldave d'une intervention armée pour stopper les combats. Cette menace n'est en réalité qu'une confirmation. Dès hier, son vice-président, le général Alexandre Rouskoï, avait lancé à la télévision russe un appel en forme d'ultimatum.
Il s'agit d'un véritable génocide. Les citoyens russes peuvent être assurés que la direction du pays agira pour rétablir la loi et l'ordre. C'est ici, à Bandéry, que les combats ont été le plus meurtriers. Depuis 3 jours, cette ville à majorité russophone a été le théâtre d'un bain de centre militaire russe et police moldove. 200 personnes auraient été tuées. À l'origine de cette flambée ethnique, l'attaque par des séparatistes russes d'un commissariat occupé par les Moldoves. La nuit dernière, le conflit s'est envenimé lorsque la 14e armée russe a traversé le fleuve Dniestr en direction de Bandéry. Ce fleuve est un enjeu. Il marque la frontière entre la partie moldove à l'ouest et la partie est, où les Russes ont autoproclamé une république. Si Moscou en fait a réagi aussi violemment vis-à-vis du gouvernement de Chisinau, mais également envers Tbilissi, capitale de la Géorgie, où les combats ont repris entre indépendantistes ossètes et nationalistes, ce n'est pas seulement pour protéger les minorités russes qui s'y trouvent. L'enjeu est politique et bien sûr économique. Élections législatives serrées mardi en Israël. Les sondages n'arrivent pas à départager la coalition de droite menée par Yitzhak Shamir, le Premier ministre, et celle de gauche conduite par Yitzhak Rabin, le leader du parti travailliste. Une fois de plus, les religieux pourraient jouer le rôle d'arbitre. En 1988, il avait fallu l'appui de cette minorité pour gouverner. Reportage de nos envoyés spéciaux Memona Interman et Philippe Jasselin. On les appelle les chapeaux noirs. Ils sont plus de 10 000 ce soir-là dans un stade de Tel Aviv. C'est la plus grosse manifestation de la campagne électorale. En vedette, le rabbin Shar. Cet homme de 96 ans, ashkénaze, juif d'Europe, a créé le scandale. Les juifs orientaux, a-t-il dit, ne sont pas encore mûrs pour diriger le pays. Une querelle de famille amèrement ressentie en Israël. Cette division religieuse nord-sud n'est pas la seule. Mais les partis religieux se retrouvent sur un terrain, l'extrême droite. Pour eux, le meilleur allié reste le Likoud d'Yitzhak Shamir. La gauche est contre les religieux, contre la Torah. C'est pourquoi il ne faut pas de coalition avec elle. Le Likoud, Shamir, parce qu'il ne veut pas rendre les territoires. Les territoires, voilà l'obsession des ultra-orthodoxes, avec quelques nuances ici et là, suivant les partis. Il n'y a pas de territoire occupé. Le Grand Israël est un bloc. Ça nous appartient. Qu'est-ce qu'il faut faire des Palestiniens? Il faut les renvoyer d'ici. Une grande partie des rabbins pensent qu'il faut rendre une partie des territoires pour la paix avec les Arabes. Mais c'est pas parce qu'on aime tellement les Arabes, c'est quelque chose parce que le sang juif, pas que le sang juif, un sang d'un homme, c'est plus important que les territoires. Les ultra-religieux ont pesé dans l'actuelle coalition du Likoud, avec pas moins de 4 ministres au gouvernement et de 13 élus au Parlement. Ces hommes en noir ne sont pas bien vus de tous. Ce sont des hypocrites, nous ont dit des soldats. Ils prêchent pour le Grand Israël et ils ne font pas leur service militaire. Sur la démocratie, ces rabbins ont des idées bien arrêtées. La femme doit rester à la maison, c'est sa place. C'est aux hommes qu'appartient le pouvoir de gérer la société. Si les femmes devaient diriger l'État, ce serait une catastrophe. Dans certains quartiers de Jérusalem, des ghettos ultra-orthodoxes vivent repliés sur eux-mêmes. Les rabbins, fonctionnaires de l'État, ont leur réseau d'écoles autonomes. Depuis la création d'Israël, les religieux ont arraché des concessions considérables aux laïcs. Bien que très divisés entre eux, les groupes religieux sont conscients de leur force politique. Et ils sont décidés à monnayer leur voix pour faire pression sur toute nouvelle coalition et surtout pour ne pas céder un seul pouce des territoires occupés. L'actualité en France grogne toujours des agriculteurs. À 24 heures du blocus routier de Paris organisé par la coordination rurale, dans certaines préfectures, premiers arrêtés pour empêcher les manifestations entravant la circulation. Portrait d'un agriculteur de Bordeaux qui montera à Paris demain soir, Jean-François Meckel. Il n'y a pas de dimanche, même pour la fête des pères. Pierre Dubernet est au turbin. En l'occurrence, il injecte de l'azote liquide dans son maïs. Depuis 10 générations, les Dubernet sont agriculteurs à Jetmo, un patrimoine peu à peu établi autour d'une centaine d'hectares, aujourd'hui tous plantés en maïs. Qu'il pleut, on peut rentrer dans les champs, donc il faut le faire. À elle seule, la météo ne suffit pas à justifier l'urgence. Demain, Pierre, membre de la coordination, fera aussi le siège de Paris. Car, dit-il, si aujourd'hui tout le monde se mobilise, c'est qu'il y a le feu. C'est la première fois que vous vous mobilisez, pourquoi ?
Eh bien parce que c'est peut être la première, c'est peut être la dernière également. Hein. Il faut bien regarder les choses en face. Et je ne me suis jamais reconnu dans les syndicats agricoles parce qu'il me semble qu'ils ont toujours eu une guerre de retard. Révolte contre un syndicalisme de cogestion qui, pour eux, partage la responsabilité de l'impasse actuelle dans laquelle tous les agriculteurs, y compris ceux qui ont fait l'effort de la modernisation, se sentent piégés. Politique, l'heure du congrès de Versailles approche, il se tiendra mardi dès 10h30. L'Europe, un thème cher à François Léotard. Selon lui, la majorité qui sortira des urnes en 1993 ne pourra être que profondément européenne. Le président d'honneur du Parti républicain était l'invité de l'heure de vérité sur Antenne 2. Je souhaite qu'il y ait en France deux mouvements parallèles. Un mouvement d'adhésion à Maastricht, un mouvement qui consiste à trouver une nouvelle majorité pour le pays qui en a besoin. Sur les problèmes de l'emploi, de l'université, de la décentralisation, etc., des services publics. On va y venir. Il faut une nouvelle majorité. Pour moi, les deux choses sont totalement identiques. Je souhaite que la France entre en Europe avec ses qualités, avec ses forces, et ça suppose une nouvelle majorité. Mais elle entre en Europe, qu'elle ne se ferme pas sur elle-même. Et c'est pour moi le même débat. Donc j'ai pas du tout le sentiment d'être aux côtés de M. Mitterrand. Tout ça est une polémique ridicule et indigne pour ceux qui la pratiquent. Indigne. Mais simplement sur un sujet qui dépasse les intérêts de ma propre famille politique, et de loin, mais qui touche au pays lui-même, eh bien je considère que sur ces sujets-là, il faut effectivement approuver la ratification. Que M. Mitterrand l'approuve, c'est son affaire, moi je l'approuve. Et que ceux qui font ce reproche se retournent un peu pour voir qui les suit derrière, c'est-à-dire l'extrême droite et le Parti communiste. Alors, ils n'ont pas de leçons à donner sur cette affaire. Quand on vote avec l'extrême droite, avec le Parti communiste, dans la France de 1992, on essaye de ne pas donner de leçons aux voisins de palier. Stéphane Escher, vous qui chantez en français, en anglais, en allemand, qu'est-ce que Maastricht veut dire pour vous? Maastricht, c'est une sortie d'autoroute, ça fait 3 jours que j'ai pris pour Spa en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis quelqu'un qui a commencé très tôt de chanter en plusieurs langages, de m'occuper pas seulement la Suisse. Par chance, j'étais, comment on dit, si un enfant est seul et il y a des nouveaux parents, j'étais adopté par la France, qui a une grande culture d'adopter des gens. Avant, c'était le journal, on a vu Aznavour, qui est pour moi aujourd'hui un Français, mais quand même c'est un Arménien. Vous vous sentez européen? Comme ce monsieur-là, parlait pas du tout. Mais quand je fais mes tournées, que je rencontre mon public, quand je vais dans les librairies, dans les différents pays, que je marche dans les rues, je me sens très très à l'aise. En Europe, l'Italie, la France, l'Allemagne, tout, je me sens très à l'aise. Mais les discours que ce monsieur a là, je trouve que ce n'est pas l'Europe que je veux être parti. C'est seulement un échange des marchandises beaucoup plus large. C'est seulement garder notre bien vivre, le Wohlstand en allemand, garder notre supériorité un peu contre le Sud, maintenant contre l'Est. Même la Yougoslavie, peut-être, ça ne peut pas jouer avec nous. Je ne sais pas. Non. Le discours que j'ai vu là, ça ne m'intéresse pas. Mais le discours culturel, oui. C'est l'un des plus grands scandales de ces dernières années. Le procès du sang contaminé s'ouvre demain à Paris. Plus de 1500 personnes ont été contaminées jusqu'en 1985. À la barre des témoins, plusieurs personnalités politiques. Dans le box des prévenus, 4 médecins. Rappel des faits, Clément Veil-Rénal. Le docteur Michel Garetta, ancien directeur général du CNTS. Le docteur Jacques Roux, ancien directeur général de la Santé. Le docteur Robert Netter, ancien directeur du Laboratoire national de la santé, ainsi que le docteur Jean-Pierre Alain, également responsable du CNTS. Ces 4 médecins comparaîtront demain devant le tribunal correctionnel. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir, entre mars et octobre 85, distribué aux hémophiles des stocks de facteur 8, un dérivé sanguin utilisé dans le traitement de l'hémophilie, stock entièrement contaminé par le virus du sida. Dès le mois de mai 85, le docteur Garetta avait envoyé une note confidentielle au ministère des Affaires sociales. Tous nos stocks sont contaminés, écrivait-il au ministre. Chaque mois de retard risque d'entraîner la mort de 5 à 10 hémophiles de plus. Il faut arrêter d'urgence cette contamination. Seulement voilà, se débarrasser des stocks coûterait très cher. Michel Garetta ne veut pas prendre la décision tout seul et écrit au ministre de l'époque, Georgina Dufoy, « C'est à vous de prendre la décision d'interdire la distribution des stocks avec les conséquences financières que cela suppose ». Ce n'est qu'en juillet 85, soit 2 mois plus tard, qu'un arrêté du ministre suspend la distribution du facteur 8. Arrêté qui ne prendra effet qu'en octobre, soit au total 5 mois de retard difficilement explicable. 5 mois au cours desquels les stocks contaminés continueront à être distribués.
Demain, Michel Garetta, au premier chef, devra expliquer pourquoi et comment une telle décision a été prise. Une chose est sûre, l'affaire de la contamination des hémophiles a révélé l'un des plus graves dysfonctionnements en France entre le système transfusionnel et les mécanismes de décision administratifs. 256 personnes à ce jour sont mortes à la suite de cette contamination. 256 personnes. Le sida, est-ce que vous pensez que les jeunes ont suffisamment conscience de cette réalité, de ce danger? Pourquoi seulement les jeunes? Les vieux Parce aussi? que vous contactez beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Vous avez surtout un public de jeunes, Stéphane Escher. Vous les voyez tous les jours dans vos tournées. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment sensibilisés? Je ne sais pas. Vous n'en parlez pas avec eux, ils ne vous en parlent pas? Ça me touche beaucoup parce que une des plus grandes énergies que l'être humain a, c'est l'amour, non? Qui nous pousse. Pourquoi vous faites ce métier? Pourquoi je fais mon métier? C'est toujours l'amour qui nous pousse à faire les choses. Et qu'est-ce qui se passe avec une société, avec l'être humain, quand l'amour devient mortel? Mais c'est une question trop grand que je peux trouver une réponse. Mais est-ce qu'en tant qu'artiste, vous vous sentez investi d'un rôle? Est-ce que vous devez en parler? Moi, je ne crois pas que j'ai un grand pouvoir dans la vie autour de moi. J'ai un pouvoir sur des gens qui sont proches à moi, mais des jeunes, comme vous avez dit, difficile. Mais comme chanteur, une histoire comme le sida, vous savez qu'il y a ce disque-là qui est sorti Urgence, qui m'ont demandé, et normalement j'ai dit plein de fois non à des choses comme ça. Mais là, j'ai tout de suite dit oui, parce que, oui, peut-être là, il y a quelqu'un qui m'écoute un peu. Mais j'ai enregistré une chanson d'amour, follement d'amour, quelqu'un qui tombe très, très bas dans l'amour. Parce que je ne voulais pas chanter une chose, oui, maintenant c'est triste, maintenant c'est fini, maintenant... Nous reparlerons de musique tout à l'heure. Sport à présent avec la première victoire de Peugeot, 24 heures du Mans. La 905 s'est démarquée des autres concurrents tout au long de la course. Rémi Goudicelli. Dalmas, Warwick, Blundell, trio vainqueur de ses 60e 24 heures du Mans, placé sous le signe de la domination d'une Peugeot 905. 12 ans après la dernière victoire d'une voiture française sur le circuit de la Sarthe, la consécration de la firme de Sochaux ne fut pourtant pas une partie de plaisir. Dans les premières heures de course, la Mazda, victorieuse l'an dernier, donna bien du fil à retordre aux deux 905 de tête qui reprirent pourtant la maîtrise de la course sous la pluie et dans la nuit. Maîtrise sous la menace permanente de la Toyota de Rafanel qui reviendra très près de la 905 numéro 1 au petit matin sans jamais pouvoir prendre la tête de la course. Pour sa deuxième participation, Peugeot l'emporte au Mans, c'est au moins un triomphe technologique. Très difficile les conditions cette nuit, très mauvaises. Il a fallu aller très vite pour garder la première place. Que pense Blundell de la Peugeot? Une voiture fantastique où tout est très bon. Avec cette victoire, Jean Todt et son équipe viennent aujourd'hui de sauver leur budget et leur saison dans le concert des voitures de sport. Mais tout reste à faire pour redonner aux 24 heures et aux championnats du monde l'apparence de compétition digne de l'histoire du sport automobile. Et puis un champion qui rit, l'autre qui pleure, le plus grand sprinter de l'histoire. Carl Lewis a raté sa qualification hier aux 100 mètres des Jeux Olympiques de Barcelone. Parti sur le couloir numéro 2, il n'est arrivé qu'à la 6e place lors des épreuves de sélection. Quant à celui que l'on avait mis trop vite aux oubliettes pour cause de dopage, Ben Johnson, il se qualifie pour l'épreuve reine des JO. Les retrouvailles olympiques donc entre les deux hommes n'auront pas lieu à Barcelone. Football avec ce soir la première demi-finale de l'Euro 92. Elle oppose, vous le savez, la Suède à l'Allemagne. Des Suédois que l'on n'attendait pas aussi loin dans la compétition. Leur secret, une condition physique à toute épreuve et le soutien d'un public enthousiaste. Reportage de notre envoyé spécial à Stockholm, Jean-François Kerker. Lorsque Thomas Brolin marque le deuxième but contre l'Angleterre, il donne la victoire à son équipe, la qualifie en demi-finale et fait exploser le Rasunda Stadion. Mais ce soir-là, les supporters n'ont pas envahi Stockholm pour autant. Aucune commune mesure avec ce qui s'est passé le 11 mai dernier. 100 000 personnes rassemblées spontanément en plein centre-ville pour accueillir les hockeyeurs champions du monde. Qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale du championnat d'Europe, les Suédois n'ont absolument rien changé à leurs habitudes. Pas de pression particulière, ils sont toujours installés à Gimo, à quelques 100 km de Stockholm, et le public est toujours le bienvenu à l'entraînement. L'ambiance est vraiment bon enfant ici.
Ils viennent s'entraîner à pied, signent des autographes sans jamais se faire prier, discutent volontiers avec tout le monde et ils sont charmants avec la presse. Les Suédois vont rencontrer les champions du monde, alors ils travaillent sérieusement, mais ils ne se prennent pas au sérieux. Vous avez préparé un plan spécial? Oui, on le fait toujours. Vous nous dites lequel? Vous pensez ça avant le match? Non, il faut que tous les joueurs se battent à 100%. C'est le plus important, je crois. Et qu'on y croit aussi. Les Allemands devront donc se méfier de ces Suédois sympathiques, mais déterminés et sans complexe. Français, Danois et Anglais en savent quelque chose. Éliminés ou qualifiés pour la finale, la Suède aura de toute façon conquis quelques nouveaux fans de foot après l'Euro 92. La fête de la musique en France, elle réunit des anonymes et des grands noms. Parmi eux, notre invité Stéphane Escher. Vous allez chanter tout à l'heure dans la cour du Palais Royal. Quelle est la signification de cette fête pour vous? Je suis musicien. Pour un musicien, c'est un peu comme Noël, non? Pas spécialement pour moi, parce que j'ai la grande chance que j'ai un public qui vient à mes concerts, mais quand on se balade en Paris, on entend beaucoup de groupes qu'on n'a jamais cru qu'il existe, qui font leurs choses. Et là, une journée, ils peuvent tous trouver le public. 2 journées cette année, Stéphane Escher. Ah oui, peut-être à la fin, c'est 350. Combien? Et en ce moment même, dans la cour d'honneur de l'Élysée, François Mitterrand et des membres du gouvernement assistent à un concert donné par l'Orchestre de Paris, sous la direction de Semyon Bishkov, au programme des œuvres de Ravel, un concert qui était également ouvert au public. Vous aimez la musique classique? J'adore la musique. Ça veut dire... moi je suis un grand fan de Bach. Alors, votre dernier album, le 5e, intitulé Engelberg, a été enregistré dans un studio, dans un casino désaffecté d'Engelberg, en Suisse. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que j'adore la musique, que j'aime pas tellement la technologie comme elle est imposée sur nous, les musiciens, aujourd'hui. Et je me disais, pourquoi je n'invente pas moi-même l'endroit où je vais faire ma musique, où je peux pousser les musiciens de faire la musique. Et je me disais, peut-être c'est mieux pas d'entrer dans un studio. Et je me souvenais de cet endroit un peu minable, mais on l'a bien décoré, on a apporté un peu nos appartements. Et vous avez joué la différence en exclusivité très vite. Les premières images du dernier clip de Stéphane Escher, Tu ne me dois rien, dernière chanson extraite de votre album, des textes toujours signés Philippe Djian. Écoutez. Ma voix t'a-t-elle manqué après bientôt un an? Ce serait une belle journée et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses à présent. On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu as sur mon humeur encore des effets gênants. Vous allez reprendre une tournée bientôt en France? Je suis depuis 7 mois en tournée. Mais pas seulement en France. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous revenez d'Amsterdam. Oui, je vais dans le sud maintenant pour 3 concerts. Je demande pour Saint-Malo. On va après. Moi, j'ai pris un peu un luxe. Je joue dans des endroits que moi j'adore. Carcassonne, on va jouer sur les remparts de Saint-Malo. On va en Boisse, dans le château. C'est un plaisir pour moi aussi, pas seulement pour le public. Un plaisir royal. Merci en tout cas d'avoir été le grand témoin de cette édition. Je suis 1m77. Mais on peut être un grand témoin quand même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, les prévisions météorologiques complètes de Florence Klein, puis Benny Hill, et puis FR3 fête ce soir la musique et le cinéma, avec à 20h35 la symphonie des héros. Je vous retrouve à 22h20 pour Soir 3. À tout à l'heure.